Découvrez le podcast Des trains pas comme les autres pour voyager loin, très loin des itinéraires balisés avec Philippe Googler. Des trains pas comme les autres, disponible sur toutes les plateformes. Regardez ces beaux glaciers suspendus face à nous. Et on est à côté du sommet du Mont Blanc. Au cœur de l'été, Ludovic Ravanel s'apprête à faire le tour du massif du Mont Blanc par les sommets. Originaire de Chamonix, il étudie l'impact des changements climatiques sur la physionomie du massif. On a face à nous les deux refuges du Goutet. Et on voit très bien la trace ensuite qui monte jusqu'au dôme du Goutet, l'arête des Bosses, puis le sommet du Mont Blanc là-haut. On a 3 personnes sur l'arête juste au-dessus du refuge. C'est la voie la plus empruntée, avec peut-être 10 à 20 000 passages. Et voilà, donc une trace qui est très bien marquée. Donc nous, on continue à prendre de l'altitude. On voit bien l'épaisseur de glace sur la roche. Cette tranche ici qui est découpée presque à l'emporte-pièce. Et on voit donc la roche juste en dessous. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, le sommet du Mont Blanc, 4808 mètres et 73 cm. C'est la dernière mesure, une mesure qui a été effectuée il y a 1 an. Il est mesuré par un cabinet de géomètres d'Annecy à peu près tous les 2 ans. Ce sommet, il évolue en termes d'altitude, parce qu'il faut savoir que sous le sommet, on a une épaisseur de neige et de glace d'une 30aine de mètres. Donc en fonction du vent, en fonction de la neige, ça évolue toujours. Et le sommet rocheux, il pointe une 40aine de mètres plus à l'ouest. On a un décalage entre le sommet du Mont Blanc et le sommet rocheux. Essentiellement accessible au cours de l'été, ce sommet fait rayonner le massif du Mont Blanc dans le monde entier. À cheval entre la France, la Suisse et l'Italie, c'est un massif parfaitement délimité par de profondes vallées. Il ne mesure que 40 km de long pour 14 de large, ce qui en fait un véritable îlot montagneux au cœur des Alpes. C'est ici que se sont écrites les grandes pages de l'alpinisme. L'hélicoptère s'approche de la voie historique qui mène au sommet du Mont Blanc. Voilà les séracs du glacier des Bossons. Cet itinéraire a été emprunté pour la première fois en 1786 par 2 habitants de Chamonix, le médecin Michel Paccard et son guide Jacques Balmat. Ici, au niveau de ce qu'on appelle la jonction entre le glacier des Bossons et le glacier de Tacona, on a un promontoire rocheux qui remonte. C'est la montagne de la Côte et c'est là qu'ils ont bivouaqué. D'ailleurs, on a encore l'abri Balmat.
C'est simplement une pierre, mais ça leur a permis de s'abriter pour la nuit, de manière ensuite à lancer l'assaut en direction du sommet. Le lendemain, les deux hommes mettront la journée entière pour atteindre le sommet. En fin d'après-midi, le Mont Blanc était vaincu. Ludovic plonge à présent vers les aiguilles de Chamonix. Sur notre droite, l'aiguille du Midi, avec un sommet nord, ce qu'on appelle le piton nord, c'est là où arrive le téléphérique. Un piton central, c'est le point culminant, d'ailleurs, qui a été beaucoup plus difficile à gravir. Et un piton sud, avec un versant sud très raide. Donc c'est 250 mètres de verticalité, juste en dessous de nous. Les aiguilles de Chamonix, c'est un chaînon dans la chaîne du Mont Blanc. C'est un chaînon qui fait à peu près 5 km et on a une quinzaine d'aiguilles, de pointes, depuis l'aiguille du Midi jusqu'au Grand Charmoz que l'on a sur notre droite. L'une de ces aiguilles, l'aiguille du Grépon, a été le théâtre d'une ascension mémorable. L'aiguille du Grépon, elle a été gravie pour la première fois en 1881. Et puis au début du XXe siècle, les guides de Chamonix, 8 guides, ont tenté de faire monter une vierge d'1,20 m, 44 kilos, jusqu'au sommet. Il y avait encore une grande piété chez les guides, chez les habitants de la vallée de Chamonix. Ils ont réussi. Et aujourd'hui, cette vierge, elle est utilisée par les alpinistes comme relais. On fait relais sur la vierge, c'est dire si elle a été bien implantée. La cordée de 8 guides a été dirigée par mon arrière-grand-oncle, par le célèbre Ravanel le Rouge. Ravanel, c'est comme les Charlais, c'est peut-être la plus grande famille de la vallée de Chamonix. Donc il y a un héritage alpin qui est fort. Beaucoup de Ravanel sont guides. Et moi, j'essaye de prendre le flambeau aussi du point de vue scientifique, donc en essayant de comprendre le milieu dans lequel on évolue. Passé les aiguilles, l'hélicoptère arrive face aux Drues. C'est l'un des sommets emblématiques auxquels Ludovic s'intéresse particulièrement. En 2005, une partie de la face ouest, appelée le pilier Bonatti, s'est effondrée, laissant une profonde cicatrice gris clair dans la paroi. La face ouest des Drues, elle est tombée en 2005 en raison du réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, il altère les conditions thermiques de la paroi. Normalement, c'est des parois qui sont gelées en permanence, moins 5, moins 10 degrés. Et ce gel permanent permet la présence de glace dans les fissures. Et cette glace a un rôle de ciment. Et donc, tout simplement, si on fait fondre le ciment des montagnes, les montagnes s'écroulent. Voilà pourquoi le pilier Bonatti est tombé en juin 2005. L'hélicoptère s'engage au-dessus de la mer de glace. Elle conduit Ludovic au cœur du massif, là où naissent les glaciers. Dans le massif du Mont Blanc, les glaciers ont perdu 10% de leur surface depuis les années 70. Ludovic étudie les conséquences de ce retrait glaciaire. Ici, le glacier de Talefre, c'est un glacier qui alimentait encore la mer de glace dans les années 40. Et ce glacier, comme il s'est déconnecté, ça participe ensuite au retrait de la mer de glace puisqu'elle est de moins en moins alimentée, non seulement par son bassin propre, mais ensuite par ces glaciers qui se déconnectent au fur et à mesure. Le vol se poursuit en direction du nord du massif. On va quitter le bassin de Talefre pour passer au-dessus du bassin d'Argentière. Voilà, ça c'est un autre des grands glaciers du massif du Mont Blanc. Et là, qu'est-ce que l'on a? On a le sommet du Dolan. Le mont Dolan,
c'est le seul sommet que se partagent la France, la Suisse et l'Italie. On considère souvent que c'est le point triple, c'est là où se fait la frontière. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Le sommet, il est entre l'Italie et la Suisse. Il faut descendre sur le promontoire 150 mètres plus bas pour avoir effectivement ce secteur, ou ce point où si on fait un pas, on est en Italie, un autre pas, on est en France, et un autre pas, on est en Suisse. Voilà, là, on est au-dessus du territoire suisse et on va passer très rapidement au-dessus de l'Italie. L'hélicoptère survole brièvement le territoire italien, puis franchit cette arête qui lui permet de revenir côté français. Voilà, on va bientôt survoler les petites Jorasses et face à nous, on a les grandes Jorasses. Les grandes Jorasses, c'est 6 sommets qui culminent entre 4000 et 4208 mètres d'altitude. Mais ce qui fait surtout la renommée des grandes Jorasses, c'est la présence d'une énorme face nord que l'on a juste devant nous. Face nord qui ne fait pas 1000 mètres de haut, mais 1200 mètres, ce qui lui permet d'appartenir à ce que l'on appelle la trilogie alpine, c'est-à-dire les 3 plus grandes faces nord des Alpes. Face nord de l'Eiger, face nord du Cervin et ici face nord de Grande Jorasses. Juste devant nous, c'est un itinéraire qui s'appelle le linceul. Le linceul, c'est cette couverture de glace et de neige qui a été gravie une multitude de fois, mais qui surtout a été descendue en ski et en surf. La descente en ski et en snowboard, c'est quelque chose de vraiment très impressionnant. C'est le linceul par rapport au fait que c'est une grande plaque de glace et de neige. C'est pas par rapport au fait que beaucoup de monde ait perdu la vie. Ce massif, à mon avis, c'est un joyau. C'est un joyau de par son englacement, c'est un joyau de par toutes ces pointes très acérées, ces aiguilles qui pointent vers le ciel. Ça, c'est permis grâce à ce granit qui est quand même relativement solide et qui permet à toutes ces aiguilles de s'élancer. C'est pas comme ça dans tous les massifs, donc ça participe à l'attrait général du secteur. Ludovic achève son survol du massif et redescend dans la vallée de Chamonix. La vallée de Chamonix, c'est une belle auge glaciaire, une belle vallée en U. Ce U, il correspond à l'héritage du passé glaciaire de la vallée, puisqu'il y a encore 25 000 ans, on avait entre 1500 et 1600 mètres de glace au-dessus de Chamonix. C'est ici, au cœur de la haute vallée de l'Arve, que Chamonix s'est développé. Chaque été, celle que l'on surnomme la capitale mondiale de l'alpinisme accueille des millions de visiteurs venus du monde entier. Originaire de Haute-Savoie, Christine Boismont-Lasserre vit à Chamonix depuis une quarantaine d'années. Elle connaît tout de l'histoire des bâtiments qui ont transformé la ville au lendemain de la première ascension du Mont Blanc. Nous sommes face à l'hôtel de ville. Mais en fait, c'est un ancien hôtel qui avait été construit en 1857. Et c'est intéressant parce qu'à cette époque-là, nous n'étions pas encore français. Nous faisions partie du royaume de Piémont-Sardaigne. Et tout bâtiment qui était un peu important se devait d'être construit selon le style que l'on trouvait à Turin, puisque Turin était la capitale. Donc là, nous sommes face à un bâtiment néo-classique sarde. Un style architectural bientôt passé de mode. 3 ans après la construction de l'hôtel, la Savoie est officiellement rattachée à la France. 1860, les choses changent. Napoléon III est venu rendre visite dans ces nouveaux territoires.
nous devenons français. Il s'est fait peur quand il est venu à Chamonix parce qu'il faisait mauvais temps et la route était glissante. Donc il offre une somme d'argent pour construire une route pour accéder à cette vallée. Et cette route, le temps qu'on la construise, arrive en 1870. Et c'est très très net parce qu'à partir de 1870, les diligences peuvent accéder au centre de Chamonix. En 1899, les frères Lumière immortalisent cette effervescence. Pour accueillir les visiteurs, 2 communautés de chamoniards se développent. D'un côté, les guides, qui accompagnent les voyageurs au pied des glaciers. De l'autre, les hôteliers qui font construire des édifices de plus en plus imposants. Parmi eux, l'hôtel Mont-Blanc, l'un des hôtels mythiques de Chamonix. Il a conservé son atmosphère caractéristique de la Belle Époque. À commencer par cet escalier monumental de style Art Nouveau. Le rôle de l'escalier, c'est un rôle important parce qu'il ne sert pas uniquement à monter ou descendre les étages, il a un rôle social. Ça permet à cette clientèle qui vient de pouvoir se montrer avec ses belles tenues, ces femmes avec ses belles robes longues, etc. Et ces messieurs avec leur smoking. Donc le décor de cet escalier va mettre en valeur ces gens qui vont monter et descendre. Depuis plus d'un siècle, l'hôtel Mont-Blanc offre à sa clientèle ce que Chamonix a de plus précieux. Je crois que tous les matins, chaque fois que l'on ouvre notre fenêtre, chaque fois on est sidéré. Et c'est peut-être ce qui fait que le Chamonixien aime cette vallée, parce que tous les matins, c'est un paysage différent, c'est une lumière différente, c'est un aspect différent. Mais jamais on ne se lasse, jamais. Donc on peut comprendre que les visiteurs qui venaient ici à cette époque-là, qui en avaient entendu parler, mais qui n'avaient pas vu de photos, ou si peu, que évidemment, quand ils découvraient ça devant eux, ils étaient un petit peu ébahis. C'était quelque chose de tout à fait impressionnant, bien sûr. En quelques années, une véritable fièvre s'empare de la ville. De nouvelles constructions fleurissent un peu partout. Ici, au centre de Chamonix, nous avons un bâtiment construit en 1930 par les frères Payot. Un bâtiment caractéristique de l'art déco parce que ce qui compte, c'est la décoration que l'on retrouve ici sur la façade avec les diverses mosaïques. Et ce qui fait la richesse aussi de Chamonix, c'est pas uniquement ce bâtiment dans le centre, c'est que nous avons aussi, par exemple, des toits haussmanniens. Pas très chamonniard, un toit haussmannien, c'est parisien, mais ça se révèle efficace, surtout l'hiver, car ça évite l'accumulation de neige qui peut être dangereux parfois quand la neige tombe sur les passants. Je pense que c'est ce qui fait la richesse d'une station comme Chamonix, parce que je pense qu'elle est la seule station dans les Alpes qui présente une telle variété architecturale. À l'intérieur, la plupart de ces bâtiments ont perdu leur décor d'origine. Mais au cours de ses recherches, Christine a fait une découverte étonnante. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes là dans un salon de coiffure, ça se voit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un ancien salon d'un hôtel de la Belle Époque. Ce qui est très très beau dans ce salon, regardez, c'est le décor du plafond. Vous voyez, vous avez des personnages à chaque coin. Vous avez des représentations de montagnes. Vous avez surtout cet art très débridé de l'art nouveau, où on se libère un petit peu du carcan de l'art classique. Et c'est vraiment représentatif de cette période-là. Et ce salon, pour moi, il est vraiment magnifique. À Chamonix, il est tout à fait exceptionnel. Et j'espère que peut-être on en trouvera d'autres dans nos anciens hôtels de Chamonix. C'est un petit trésor. C'est évident que c'est un trésor qu'il faut à tout prix qu'on préserve. Les résidences de villégiature expriment elles aussi le foisonnement architectural de Chamonix. La villa de style anglo-normand,
la villa néoclassique, ou encore cette résidence unique en son genre. Là, nous rentrons dans un domaine tout à fait original. Ici, cette maison a été construite en 1912-1913 par un Lyonnais qui était amoureux de cette vallée et qui était amoureux fou d'un opéra qui venait de sortir. C'était la Butterfly de Puccini. Et il veut une maison qui ressemble au décor de l'époque de cet opéra. Donc vous allez retrouver ici du granit parce que c'est l'élément essentiel de Chamonix. Mais vous voyez, vous avez des formes tout à fait curieuses qui rappellent les pagodes. Vous avez ici de la céramique. À Chamonix, on n'a jamais eu de céramique, ça n'existe absolument pas. Et surtout, ce qui est très amusant, c'est que quand vous regardez bien la façade, vous voyez bien qu'il y a des éléments, on a le sentiment que la céramique a été enlevée. Non, c'est voulu ainsi. C'est typique de cette période architecturale que l'on appelle la période éclectique ou Art Nouveau en France. La façade de la maison présente une autre particularité étonnante. Ici, le mur est dessiné comme une étrave. Il y a une raison particulière, car nous sommes au pied d'un couloir d'avalanche. Et l'avalanche pouvait effectivement menacer cette maison. Donc, l'architecte a imaginé cette étrave, comme pour une étrave de bateau, de telle manière que si l'avalanche devait descendre, à ce moment-là, elle partait de part et d'autre de la maison, et la maison était protégée. Alors, cette maison, elle a vraiment un décor aussi tout à fait original puisqu'elle est dans son jus. Vous avez encore le mobilier d'époque avec ses tables, avec le lustre en verre de Murano, avec surtout ce qui est très très original ici, c'est ce décor ici. Ces tapisseries qui sont des tapisseries qui représentent en fait le décor qui était utilisé pour ce fameux opéra Butterfly. Et depuis cette période-là, donc 1912-1913, les divers propriétaires ont gardé ce décor. Donc tout est dans le détail dans cette maison et chaque chose est vraiment raffinée. À Chamonix, tous les regards sont tournés vers l'aiguille du Midi. On y accède par ce téléphérique, dont la construction a été une véritable épopée, couvrant un demi-siècle d'histoire. Sur les hauteurs de Chamonix, un bâtiment imposant raconte les origines de cette aventure. Derrière cette façade néo-gothique se cache la gare intermédiaire du premier téléphérique de France. Cette façade, elle nous apprend toute l'intention des ingénieurs à faire un projet grandiose, à donner confiance dans les touristes qui, pour la première fois, prenaient un téléphérique suspendu à un câble. À l'époque, les gens avaient peu confiance. Et donc, il y a un mélange d'ambition. On voit un vrai geste architectural. On n'est pas dans le fonctionnel comme aujourd'hui. On tente de faire beau, même si c'est technique. On le voit aux arches, on le voit aux clés de voûte. Et on le voit à toutes ces pierres taillées de main d'homme sur place à partir des rochers qu'ils trouvaient juste à côté. Pierre-Louis Roy s'intéresse à cette construction depuis l'enfance. Quand j'avais 10 ans, j'ai dû venir ici pour la première fois, même un peu avant. C'était partir à la découverte de quelque chose de fascinant, que d'essayer de comprendre ce que ces ruines à la fois magnifiques et abandonnées pouvaient receler comme secret. Ça, c'est une cabine d'époque qui date des années 30. Une cabine faite pour les skieurs et non pas pour le tourisme estival. Là, vous voyez un bac à ski. Ici, il y a une rambarde où vous pouvez se tenir le contrôleur ou les gens. Il y a plein de graffitis sur cette cabine, y compris moi d'ailleurs, qui, il y a 40 ans maintenant, et fait un petit dessin avec mon prénom. C'est émouvant. Enfin, pour moi, c'est un peu un retour aux sources que de revisiter cette gare et de voir que j'ai laissé ma toute petite trace
Par fascination d'ailleurs, non pas pour laisser une trace, mais pour dire j'y suis passé, ça me fascine et j'y reviendrai. C'est le cas aujourd'hui. Ce téléphérique conduisait les voyageurs au pied de l'aiguille du Midi. Le tracé aurait dû se poursuivre jusqu'au sommet. Mais le projet, jugé non sécuritaire, est abandonné en 1947 au profit d'une autre ligne. Bienvenue à bord de l'actuel téléphérique de l'aiguille du Midi. Ce premier tronçon conduit les voyageurs à la station intermédiaire du plan de l'aiguille. Le second tronçon, qui rejoint le sommet de l'aiguille, a été l'objet d'une incroyable prouesse technique. Il n'y a aucun pylône, c'est un câble de 3 km de long. C'était un record aussi à l'époque, quand il a été inauguré en 1955. Ça reste presque un record encore aujourd'hui. Donc il faut imaginer qu'il y a ce câble qui a 100 tonnes de tension au sommet, suspendu là-haut, à 3 km de nous, et auquel sont accrochées 70 personnes et une cabine. Pour réaliser cet exploit, une cordée de guides entreprend en 1949 l'ascension de l'aiguille du Midi. Chacun d'entre eux porte une charge de 30 kilos. Un tronçon de câble qu'ils doivent fixer au sommet. Et puis ensuite, les guides ont déroulé le câble en descendant du sommet, en rappel, en fait, accroché au câble pour le faire passer au-dessus des rochers sans qu'il se coince. Et dans la journée, pendant l'été 1949, ils ont descendu ces 1500 mètres de face nord, en évitant les chutes de pierre et les avalanches, pour arriver en bas du glacier, qu'on voit ici sous la cabine qui arrive. Et pour le raccrocher à un câble tendu depuis le plan de l'aiguille où on est, faire un nœud, tendre le câble et prouver qu'il était possible de construire un téléphérique et de tendre un câble sans pylône entre ici, le plan de l'aiguille 2310 mètres et le sommet de l'aiguille du Midi à 3842. C'est à l'époque un record mondial en longueur, en vitesse et en altitude. Ouais, c'est un voyage extraordinaire, c'est un survol au-dessus du glacier d'abord, on passe 400 mètres au-dessus et on monte 1500 mètres, donc ça fait 4 fois la tour Eiffel en 5 minutes, et même depuis Chamonix en 10 minutes pour monter de 1000 mètres à 3008. La première émotion, c'est le soleil au moment où on sort au-dessus de l'arête pour l'arrivée. Donc oui, il y a un peu d'ivresse à être là-haut, c'est génial. Pendant 4 ans, les ouvriers bâtissent au sommet de l'aiguille les installations nécessaires à l'accueil du public. Dans des conditions polaires, ils creusent de profondes galeries dans le granit. Un chantier titanesque auquel ont participé des ouvriers français et italiens. Au sommet de l'aiguille, la terrasse supérieure offre un panorama exceptionnel sur la vallée Blanche. Juste en face, que de la glace, qui reste quand même encore un peu malgré le réchauffement climatique. D'ici, on voit la Suisse avec le Cervin, 70 km, le Mont Rose. On voit les Grandes Jorasses devant nous, à plus de 4000 mètres d'altitude, la frontière avec l'Italie, au loin le Grand Paradis, à 60 km. Et puis ici, le Mont Blanc du Tacu, le Mont Meudy et le Mont Blanc, qui sont tous au-dessus de 4000 mètres d'altitude, avec le sommet de l'Europe, le toit de l'Europe à 4810.
Ça, c'est sûr que c'est pour moi une vraie émotion d'être en haut d'un sommet, parce qu'on comprend le monde quand on est en haut d'un sommet. On voit l'horizon. Donc ça, c'est une première passion. La deuxième, c'est de monter la montagne. Et la troisième, c'est de monter la montagne en téléphérique. Parce que l'histoire de ces remontées, je la trouve passionnante. C'est une histoire humaine, c'est une histoire technique. Et c'est une histoire qui a permis à la fois de domestiquer les Alpes, parfois de les abîmer un peu, mais le plus souvent de les rendre humaines et de permettre à tout le monde de profiter de cette même ivresse et de ces sites magnifiques. La terrasse supérieure accueille la Fusée, le plus haut centre d'émission hertzien de France. Des installations qu'il faut vérifier régulièrement. C'est le travail de Nicolas Vial. Chaque matin, il monte au sommet de ce pylône. Là, il y a une quarantaine de mètres, je pense. Voilà, donc il faut y aller tranquillement, parce qu'à 3008, pour respirer, c'est toujours un peu plus dur. Et puis bien de s'assurer pour pas chuter. Nicolas doit s'assurer que le givre, qui s'accumule parfois au sommet de la fusée, ne risque pas de tomber sur les visiteurs plusieurs mètres en dessous. Il n'y a pas grand monde qui peut avoir cette vue ici. On est quelques-uns et on surplombe toute la vallée de Chamonix et toute la chaîne. C'est assez sympa et en plus on a une sensation de mouvement avec la fusée parce qu'elle est quand même souple. Donc dès qu'il y a un peu de vent, il y a toute la structure qui bouge, donc c'est assez impressionnant. La liberté, d'être tranquille au sommet, d'être le seul au monde. Notre tour du Mont Blanc se poursuit dans le canton suisse du Valais. Un territoire traversé par la vallée du Rhône qui s'étire jusqu'au lac Léman. Là, on a une vue plongeante absolument formidable sur cette vallée. Donc, le Valais, on arrive en Valais. José Vouillamo est spécialiste de la vigne et du vin. Il recense les différents vignobles de la région. Le Valais, c'est le plus grand canton viticole de Suisse, où sont cultivés plus de 60 cépages. 57 sont acceptés en appellation d'origine contrôlée. Donc on a une mosaïque de cépages, on a une mosaïque de terroirs, le tout avec un climat favorable à la vigne qui donne une très grande diversité. Depuis la ville de Martigny, la vallée forme un paysage presque rectiligne. Sur les coteaux, la vigne est cultivée jusqu'aux endroits les plus inaccessibles. Nous avons ici devant nous un vignoble exceptionnel qu'on peut appeler les vignes dans le ciel, qui est accessible uniquement soit par chemin de mulet, soit par téléphérique. C'est un vignoble qui a été fondé par un pionnier de l'agriculture biologique et biodynamique en Suisse. Et c'est l'œuvre d'un passionné, d'un idéaliste. Ce vignoble, installé jusqu'à 890 mètres d'altitude, domine une vaste plaine creusée par le Rhône. Le fleuve est endigué sur la quasi-totalité de son cours. Ces crues dévastatrices sont gravées dans la mémoire de tous les Valaisans. Déjà, à l'époque romaine, on parle de petits barrages pour endiguer la fougue de ce fleuve. Au Moyen-Âge, on a commencé à construire des barrières. Et puis, vers la fin du 19e siècle, on l'a vraiment endigué. On est obligé de tempérer la fougue de ce fleuve. Au milieu de la vallée se trouve la ville de Sion.
Elle se distingue par ces deux collines que l'on appelle des verrous glaciaires. Le glacier a raboté tout le fond de la vallée, mais dans certains endroits, la roche est plus dure, le rabot ne s'est pas fait. On voit ici très bien les deux collines, donc la colline de Valère avec la basilique, la colline de Tourbillon avec les ruines du château qui a été brûlée en 1788. Et puis derrière, on a cette pente très abrupte avec des terrasses et des murs en pierre sèche parmi les plus hauts d'Europe. Le plus haut fait plus de 20 mètres. Et il faut imaginer le travail incroyable de la construction de ces murs sans ciment, sans mortier, qui sont vraiment des puzzles architecturaux. Tout ça pour avoir peut-être autant de surface cultivable que de surface verticale de murs. C'est un travail extraordinaire. De l'autre côté de la plaine, José se dirige vers un vignoble encore plus vertigineux. On voit ici le fameux vignoble de Visperterminen, qui est un des plus vieux vignobles d'Europe, qui commence à 650 mètres d'altitude et qui finit à 1090 mètres. Un total de 1326 parcelles, si je me souviens bien, avec 400 propriétaires différents. C'est saisissant, c'est une vue plongeante sur ce vignoble majestueux. J'ai de l'admiration pour tous ces gens qui veulent maintenir le patrimoine local. Ce serait tellement plus simple d'abandonner et de faire autre chose. Il y a vraiment une identité à conserver et les gens sont fiers de leur patrimoine. Et je trouve formidable et ça vaut la peine de goûter leur vin parce que si on ne boit pas leur vin, le patrimoine va être perdu. Le travail de José doit se poursuivre dans la vallée. Cet après-midi, il est attendu chez l'une des viticultrices les plus célèbres de Suisse. On fera demain 2 caisses. Hein, demain matin, on fait 2 caisses. Marie-Thérèse Chapa produit quelques-uns des meilleurs vins du Valais. Tu vendanges quoi? La petite Arvine. Elle est déjà prête, déjà Oui, mûre. regarde. Regarde. Magnifique. Et moi, je veux pas qu'elle perde toute l'acidité, tu vois. C'est beau doré, c'est mûr, ça a bon goût. Ouais, je peux goûter? Oui. Magnifique. Ah ouais. Hein, c'est mûr, hein? Ouais, ouais. Bon, ici, tu comprends, on est c'est où c'est le plus précoce, hein? Oui, ça C'est s'appelle aussi la pour combe ça. d'enfer, c'est pas pour rien. Oui, la combe d'enfer, tu vois. C'est quoi la combe d'enfer? Alors, la combe d'enfer, c'est cette sorte de cirque. On l'appelle combe d'enfer parce que fait très, très chaud. C'est pour ça que c'est la combe d'enfer. Moi, j'ai 5 hectares ici sans route du tout, avec 150 mètres de dénivelé. Ouais. Mais le vin, il est bon. C'est ça qui compte. Marie-Thérèse, c'est vraiment la papesse, je dirais même pas seulement suisse, mais mondiale, des vins liquoreux à partir de la petite Arvine. Elle a été, elle le dira pas elle-même, elle a été nommée récemment icône des vins suisses parce que ces vins liquoreux à partir d'Arvine sont, on dirait, des petits châteaux Yquem valaisans. Je suis pas d'accord, c'est des grands châteaux d'Yquem valaisans. On est dans vraiment le meilleur de ce qui est dans les vins liquoreux. D'abord, je voulais faire sage-femme. Puis après, mon père m'a donné une petite vigne. Et puis, j'ai voulu la travailler moi-même. Je voulais pas être capitaliste comme lui, des loués en location. Et c'est là que j'ai vraiment eu le coup de foudre pour la vigne. J'ai un lien très fort avec, ouais. Puis tous ces cèpes, toute cette ambiance, je ne saurais pas vraiment expliquer. Puis le paysage. Ce que je dis, c'est autant important la beauté que la rentabilité, même plus. Parce qu'on est heureux de travailler dans un décor comme ça. Marie-Thérèse travaille près de 25 cépages différents. Parmi eux, le cornalin, le plus célèbre des vins rouges valaisans. Alors, santé, Marie-Thérèse. Santé, hein, José. Merci. Merci à toi. Il y a un côté goulayant, tu as envie de le savourer comme ça. Les vins du Valais ont un caractère alpin, tout comme les habitants. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être pas forcément faciles d'approche, mais d'une fois qu'on les connaît, on en tombe amoureux et on ne veut pas s'en séparer.
José s'engage sur la route des vins qui traverse les coteaux du Valais. Quand on regarde autour de nous, ce que j'aime observer, c'est les différentes nuances de vert dans les vignobles. Et ces différentes nuances sont presque une mosaïque de couleurs qui sont dues aux différents cépages qui sont cultivés ici et au morcellement des parcelles qu'on observe. Parce qu'en Valais, pratiquement chaque famille possède un petit bout de vigne, un petit lopin de terre. Et pratiquement tout le monde cultive ou a cultivé la vigne. C'est ce qu'on appelle les vignerons du samedi, qui participent à la sauvegarde du patrimoine visuel, viticole de notre région. Mais de plus en plus, ces gens ont tendance à abandonner la dure tâche de travailler le samedi et laissent ça aux professionnels qui maintiennent ce paysage. José se dirige à présent vers l'un des plus anciens villages médiévaux de Suisse. Nous arrivons à Saillon, un des plus beaux villages de Suisse, moi je dirais même d'Europe ou du monde. Je ne suis pas très objectif parce que je suis né ici, il y a un peu de chauvinisme. Et c'est un bourg médiéval très réputé dans lequel on a des vignobles ancestraux. Les premiers documents qui parlent de vignobles ici datent de 1052. Donc on a à peu près un millénaire de viticulture au-dessus de nous. C'est plein d'anfractuosité dans le village, comme ici sur notre gauche. Et c'est un enchevêtrement de petites ruelles qui sont connectées et qui donnent tout le charme du village. Dans le vignoble au-dessus du village se trouve un site hors norme, surnommé la vigne à Farinet. On se trouve ici sur la colline ardente, qui est un lieu un petit peu ésotérique, qui a été dédié à Farinet, un faux monnayeur qui est décédé dans cet endroit en 1880. C'est un endroit où beaucoup de personnalités sont passées et ont laissé des petits messages, parfois humoristiques, parfois un peu philosophiques. Comme ici, on a l'abbé Pierre, qui est un des anciens propriétaires de la vigne que nous allons voir tout à l'heure, qui a laissé ce message en passant ici, en disant « La vie, c'est ce peu de temps donné à chacun pour essayer d'aimer ». Voici la vigne à Farinet. Nous y sommes. C'est la plus petite vigne cadastrée du monde. Elle fait 1,618 m au carré. C'est le nombre d'or dans la géométrie qui symbolise l'harmonie, la perfection. Elle a été installée par les Amis de Farinet, qui est une association créée autour de Jean-Louis Barrault, qui était le premier à avoir interprété le rôle de ce faux monnayeur en 1938. Il a interprété le rôle de Farinet au cinéma. Farinet, c'était effectivement un petit peu le Robin des Bois des Alpes. Il frappait des pièces de 20 centimes de 1850 qu'il utilisait pour ses besoins et aussi pour donner, soi-disant, aux pauvres. Donc il y a toute une mythologie qui est créée autour de ce personnage. Et en l'honneur de ce Robin des Bois des Alpes, on a créé cette vigne. Elle a appartenu en premier lieu à Jean-Louis Barrault, qui l'a ensuite cédé à l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre, au tournant du millénaire, en l'an 2000, l'a cédé au Dalai Lama. Et les deux personnages, l'abbé Pierre et le Dalai Lama, étaient sur cette vigne à l'année 2000 pour la passation de pouvoir. Et encore aujourd'hui, elle appartient au Dalai Lama, qui est le heureux propriétaire de cette vigne. Nous quittons José et les vignes du Valais pour nous rendre à quelques kilomètres de là. Au pied de cette falaise se trouve la ville de Saint-Maurice, où on se prépare à fêter un événement très attendu. Aujourd'hui, 22 septembre, l'abbaye de Saint-Maurice rend hommage au martyr qui lui a donné son nom. Pour l'occasion, ces chasses, qui renferment les reliques du saint et de ses compagnons, sont portées en procession à travers la ville. L'abbaye dépend directement du pape. C'est ce qui explique la présence de ces gardes suisses. « 1500 ans d'histoire retracée par l'historien Christian Schulé. Nous traversons ici la Grande Rue qui reprend l'axe de l'ancienne voie romaine qui traversait Saint-Maurice entre le nord de l'Europe et la péninsule italienne. Ce parcours était parcouru par les pèlerins qui se rendaient depuis le nord de l'Europe à Rome, voire à Jérusalem.
Le père José Mita est venu de l'hospice du Grand Saint-Bernard, à quelques kilomètres de là, pour participer à la procession. L'occasion unique d'admirer de plus près ces chefs-d'œuvre d'orfèvrerie. Là, on a un portrait de Saint-Maurice à cheval, en relief, où on peut lire le nom de Maurice inscrit ici. J'aime beaucoup son visage intériorisé. On sent que le moment, il est grave. C'est vraiment un privilège de pouvoir s'approcher de ces chasses qui sont normalement conservées dans le trésor, et là, qui pour la fête de la Saint-Maurice sortent. Et ce travail est absolument admirable avec ce métal ciselé. Elles font partie d'un trésor qui s'est constitué au fil des siècles, mais les pièces les plus anciennes datent déjà de la fondation du monastère en 515, donc elles datent du VIe siècle. Napoléon aurait aimé s'emparer du trésor, mais à l'approche des troupes napoléoniennes, le trésor a été caché dans la région, notamment dans des fermes, et il se dit que l'un des reliquaires, on l'a retrouvé avec des morceaux de paille qui étaient coincés entre le bois et le métal. Donc la population de la région a joué un rôle aussi pour protéger ce trésor. Pour moi, c'est très important d'être là aujourd'hui, parce que l'abbaye de Saint-Maurice, 1500 ans d'histoire et de foi, l'hospice du Grand Saint-Bernard, 1000 ans d'histoire et de foi également, on est sur le même chemin. Un chemin de pèlerinage, le chemin de la Via Francigena. Depuis plus d'un millénaire, l'abbaye de Saint-Maurice est l'une des étapes de la Via Francigena. Au cœur de la falaise qui surplombe l'abbaye, une petite chapelle offre un point de vue unique sur ce chemin de pèlerinage. C'est la chapelle Notre-Dame du Cé. Elle a été édifiée à l'emplacement d'un ancien ermitage. Nous découvrons la vallée du Rhône, du verrou de Saint-Maurice jusqu'au coude du Rhône Martigny, avec la montagne le Catogne qui a la forme d'un volcan. Et le chemin qui monte après, direction Grand Saint-Bernard, c'est tout le tracé de l'itinéraire de la Via Francigena. Sigiric, qui était à Canterbury, a été nommé archevêque et il a dû descendre jusqu'à Rome pour aller chercher cette nomination et les habits correspondants. Et sur le chemin du retour, il a pris soin de noter toutes les étapes par lesquelles il est passé, le Grand Saint-Bernard, Martigny, Saint-Maurice, pour remonter en direction de Canterbury. C'est un chemin qui est très emprunté. Beaucoup de gens viennent consacrer soit 2 semaines par année pour vivre une étape, soit carrément faire l'entier du pèlerinage. José Mita emprunte la Via Francigena pour rejoindre l'hospice du Grand Saint-Bernard. Il a été édifié sur le col du même nom pour servir de refuge aux voyageurs ainsi qu'aux pèlerins en route vers la ville d'Ost avant de gagner Rome. Nous retrouvons le père Mita sur la route qui mène au col. La route au col a été vraiment reconstruite pour les voitures au tournant de 1900. Et dans les années 60, eh bien voilà, cette route est devenue un peu plus désuète avec la construction du tunnel du Grand Saint-Bernard, qui a d'ailleurs fait réfléchir notre communauté religieuse sur le sens de cet hospice, puisque nous n'étions plus là pour accompagner un passage, sécuriser un passage, puisqu'on peut passer sous nous. Plus besoin de nous. Le passage ici était un passage risqué. La tempête, le brigandage et puis la fatigue. Ce qui fait qu'il a fallu sécuriser ce passage. Et notre fondateur, quand il a écouté le récit des voyageurs qui avaient enduré ce passage, il s'est dit qu'il faut faire quelque chose. Et non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Installé à 2473 mètres d'altitude, l'hospice du Grand Saint-Bernard accueille les voyageurs depuis le XIe siècle. Il a été fondé par Bernard de Menton, l'archidiacre d'Ost.
le col du Grand Saint-Bernard, il est là. Les Romains avaient déjà construit, côté italien, là où il y a la statue de Saint-Bernard, un temple. C'est le passage le plus facile pour franchir la barrière des Alpes entre le nord et le sud. En cette saison, le col offre un panorama bucolique. Mais au cours de l'hiver, il peut se révéler extrêmement dangereux. Et nombreux sont les voyageurs à y avoir perdu la vie. C'est ce qui explique l'arrivée à l'hospice, au XVIIe siècle, d'une race de chiens devenue depuis mondialement célèbre. Ah, le chien Saint-Bernard, c'est tout un symbole. Parce que l'origine des chiens, quand on les a reçus vers 1650, c'était un cadeau. Ils ont été utilisés pour faire la trace, car les chanoines en hiver n'avaient ni ski ni raquettes à neige. Et donc les chiens ouvraient le chemin et avec leurs fleurs, sous la nouvelle couche de neige, retrouvaient les anciennes traces. Et ils ont aidé à un moment donné au sauvetage en montagne. Et puis en même temps, il y a de belles légendes autour d'eux, notamment avec le tonnelet qu'ils n'ont jamais eu autour du cou. Jamais? Jamais. Imaginez-vous, un chien avec un tonnelet rempli d'alcool. Vous voulez qu'il aille chercher comment des gens sous les avalanches? Parce qu'il va flairer plus l'alcool qu'autre chose. On ne donne jamais d'alcool à quelqu'un qui est sous une avalanche. Essayez de boire au tonnelet suspendu autour du cou d'un chien qui tourne autour de vous. Pas facile. Aujourd'hui, ces chiens ne sont plus utilisés pour le secours en montagne. Mais chaque été, leur présence au col rappelle la mission d'accueil et d'assistance des chanoines de l'hospice. Nous arrivons ici devant la porte de l'hospice. L'hospice qui est une porte ouverte à tous ceux qui passent. Depuis 1000 ans, cette porte est là, sans serrure pour accueillir chacun. Bonjour. Sono sacerdote inglesi. Sì. Sto facendo lì Francigena. Oh, la via Francigena. Sì, sì. C'è una possibilità di una stanza, una camera? Ah sì, è possibile, è possibile. Sì. Venite. L'hospice peut héberger jusqu'à 130 voyageurs. Mais chaque année, des dizaines de milliers de personnes s'y arrêtent pour découvrir les lieux. La première question qu'ils nous posent, ce n'est pas tellement où est l'église, où est la crypte, c'est plutôt où sont les toilettes. Autrement dit, ce lieu est d'abord là pour répondre aux besoins humains et ensuite, on peut s'élever un peu. Bonjour, bienvenue. L'église, c'est par là. Voilà. Bienvenue, bonne visite. Le cœur de l'hospice abrite un véritable joyau. Ici, nous entrons dans l'espace le plus grand de tout l'hospice, qui s'élève sur 3 étages. Une église baroque à 2500 mètres, c'est pas rien. C'est un projet fou, audacieux. Puis en même temps, c'est un espace complètement inutile. On ne mange pas, on ne boit pas. On est à l'altitude des cabanes de montagne où on cherche à rationaliser l'espace. Ici, on a un espace gratuit. C'est un décor baroque, de style très pur, un baroque piémontais, avec des belles stalles en noyer. Je trouve que c'est complètement fou parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres à 2500 mètres. Donc il y a vraiment une volonté de faire du beau. J'ai envie de dire que dans un lieu qui est rude, où on sent la mort très proche, eh bien, c'est vraiment une célébration de la vie. Quatre chanoines vivent à l'hospice en permanence. Bonjour. Une fois par semaine, ils organisent un grand buffet auquel les pèlerins sont conviés. Adieu, José. Comment vas-tu? Bien. Lors de sa campagne d'Italie, Napoléon lui-même a séjourné ici. Car depuis 1000 ans, les chanoines accueillent tous les voyageurs de passage, bon appétit, quelles que soient leurs origines et leurs croyances. Ici, de tout temps, l'hospice est une porte ouverte à tous ceux qui passent. Vous savez, quand il y a la tempête dehors, on ne parle à personne, c'est quoi ta foi, c'est quoi ta pratique. On dit entre, il fait froid, puis après on discute. La première question, c'est comment tu t'appelles.
Le lendemain matin, un groupe de randonneurs quitte le col du Grand Saint-Bernard. Alors voilà, on va franchir la frontière et rentrer sur la Via Francigena en Vallée d'Aoste. Là, nous voici directement sur la route romaine. Elle a été taillée dans la roche. C'était une route qui a été ensuite pavée. Il faut l'imaginer pavée à l'époque de l'empereur Claude. Donc ça veut dire le 1er siècle après Jésus-Christ. C'est pas tous les jours qu'on marche sur un chemin aussi vieux. Laurette Proman guide ce groupe sur le tracé italien de la Via Francigena. Elle est membre d'une association qui participe à l'entretien et à la promotion de ce chemin millénaire. Il a été pendant de nombreuses années oublié, mais là maintenant, il y a de plus en plus de pèlerins qui l'empruntent. Des gens qui viennent surtout du nord, de l'Angleterre, même des Norvégiens, des Français, et bien évidemment aussi des Italiens, vu que le chemin mène à Rome. Et là, maintenant, on marche pour différentes raisons. Autrefois, c'était surtout un motif spirituel, dévotionnel, en pèlerinage à Rome. Là, maintenant, c'est un peu pour se retrouver soi-même.